Europe 1. Le journal de 7 heures présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel et bonjour à tous. C'était attendu, c'est désormais officiel. Emmanuel Macron saisit le Conseil constitutionnel sur la loi immigration. Il demande aux sages d'examiner la conformité du texte largement remodelé par les députés républicains. Et Christophe Lamar, le chef de l'État, n'est pas le seul. Ah oui, ce n'est pas une, mais 3 saisines qui ont été envoyées aux sages du Palais Royal. Emmanuel Macron vient d'en parler, la présidente de l'Assemblée nationale et les chefs de file des 4 groupes de gauche au Palais Bourbon. C'est ce qu'indique le site du Conseil constitutionnel. La plus emblématique, bien sûr, c'est la saisine par le président de la République lui-même. Le chef de l'État justifie cette adresse parce que, dit-il, le texte sur la loi immigration a évolué par rapport à sa version initiale. Le Conseil va maintenant passer chaque article au peigne fin. Certaines dispositions de la loi pourraient être censurées, parmi elles les quotas pluriannuels d'étrangers, le rétablissement de séjours irréguliers ou encore le versement des prestations sociales. Le ministre de l'Intérieur l'avait lui aussi admis. Certaines mesures sont clairement contraires à la Constitution. La parole est désormais aux sages. Ils ont 1 mois pour rendre leur avis. Les précisions de Christophe Lamar. Merci Christophe. Notez qu'à 8h12, Carl Olive, le député Renaissance des Yvelines, sera l'invité de la grande interview CNews Europe 1. Il aura l'occasion de commenter cette information et donc la saisie du Conseil constitutionnel. L'actualité, c'est aussi le corps de ce bébé retrouvé en état de décomposition avancée. Cela se passe au Quesnoy, dans le Nord. Ce sont des pompiers qui l'ont découvert au fond d'un sac alors qu'ils inspectaient le bâtiment qui venait de brûler en partie. Une enquête a été ouverte. Tandis qu'à Meaux, en Seine-et-Marne, le profil de l'homme suspecté d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants interroge les enquêteurs. Un malade psychiatrique de longue date, il avait déjà poignardé sa compagne en 2019 dans le quartier Beauval où vivait la famille. On le décrit comme une personne renfermée, un quartier encore sous le choc. Le reportage Europe 1 de Robin Dussène. Des bouquets de fleurs et des bougies déposés devant la scène de crime qui côtoie des guirlandes colorées et des décorations de Noël. Un lendemain de fête douloureux et sidérant pour les habitants du quartier de Beauval, comme Antonio. C'était un secret pour les voisins, c'était un secret ce que lui était et ce qu'il a fait. Ça nous fait de la peine pour les enfants et pour sa femme aussi. Il ne méritait pas ça. Toute la journée, les riverains se sont rendus devant l'appartement de cette famille massacrée par curiosité malsaine ou comme Alassane, pour mettre une image sur l'horreur. Ce genre de drame, je n'ai jamais connu dans ma vie. Donc je dis, je vais passer voir les lieux, comment ça se passe, parce que vraiment c'est touchant, ça me touche beaucoup. Beaucoup de peine et surtout beaucoup de questions. Angèle est sortie de chez elle quelques minutes pour respirer et s'aérer la tête. D'habitude, le quartier est tranquille, mais les 4000 cachent beaucoup de misère. Et cette infirmière en psychiatrie met en cause le suivi médical du suspect. Soit disant qu'il était sous tranquillisant. Je ne sais pas comment était son suivi. Je ne suis pas psychiatre, mais je me pose la question si c'est vraiment ça. Il s'est tiré tranquille, il va chez son père et il détruit tout le monde. Ça semble à une psychose. Un quartier populaire en état de choc avec des habitants qui n'avaient hier qu'un seul mot à la bouche, justice pour les victimes. Une justice qui devra, avec les experts psychiatres, déterminer le degré de responsabilité pénale du suspect. Le reportage à mots de Robin Dussène. Europe 1, 7h04. La France sur la bonne voie, celle de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, moins 4,6% sur les 9 derniers mois. C'est mieux que la baisse de l'année dernière. 3 secteurs y participent le plus cette année, l'industrie, les bâtiments et la production d'énergie. La production d'énergie qui décidément se porte bien puisque nous produisons assez d'électricité pour en vendre à nos voisins. Une situation diamétralement opposée à celle de l'hiver dernier où nous étions contraints d'en acheter. Aujourd'hui, c'est donc le contraire. La France a même battu un record vendredi dernier, Margot Faudéré. Oui, vendredi après-midi, la France a exporté près de 19 000 mégawatts d'électricité. C'est le niveau le plus haut jamais atteint en une seule journée depuis début 2019. Des exportations à destination surtout de l'Allemagne, du Royaume-Uni ou encore de la Suisse. Et si la France a tant d'électricité à revendre, c'est d'abord parce que nous-mêmes, les Français, en consommons beaucoup moins qu'avant, grâce à un hiver doux et grâce toujours aux gestes de sobriété. Autre explication, notre production d'électricité est plus élevée qu'avant, rappelle Jacques Percebois, professeur émérite à l'Université de Montpellier. C'est une meilleure disponibilité du parc nucléaire et aussi parce qu'il y a une forte disponibilité de l'éolien en France. Si l'on regarde l'ensemble de l'année qui vient de s'écouler et pas seulement le pic de vendredi dernier, la France est aussi redevenue exportatrice. Une situation bien différente de l'année dernière puisqu'en 2022, la France avait dû acheter de l'électricité à ses voisins pour la première fois depuis plus de 40 ans. La différence, c'est essentiellement, je dirais, la meilleure disponibilité du parc nucléaire. La disponibilité de l'hydraulique n'était pas très bonne non plus. L'année
L'année prochaine, les exportations d'électricité devraient continuer sur la même dynamique. Elles pourraient même être plus importantes si le fameux EPR de Flamanville rentrait enfin en service. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Après les particuliers, les hôtels sont rattrapés par le vertige des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le prix des chambres explose, 1 000 € la nuit en moyenne, 3 fois le montant habituel selon une enquête UFC Que Choisir. Les hôtels épinglés se situent tous autour du site de la cérémonie d'ouverture. À l'étranger et en Ukraine, Kiev est contrainte de se retirer de Marinka, cette localité complètement ravagée de l'est du pays. Moscou continue donc sa progression vers l'ouest. Une progression quasiment mètre par mètre pour une guerre qui dure et une configuration qui avantage la Russie. Oui, car si les Occidentaux ont pensé au début de la guerre faire plier le Kremlin à coups de sanctions financières, l'économie russe semble finalement tenir le choc. Elle vise plus de 2% de croissance l'an prochain et paraît même paradoxalement en meilleure posture qu'il y a 2 ans lorsqu'elle a envahi l'Ukraine. Sébastien Le Belzic. Oui, l'économie russe a tremblé, mais ne sombre pas, malgré 12 séries de sanctions décidées par l'Union européenne, le gel de 300 milliards d'euros d'avoirs de la Banque centrale russe et un embargo pétrolier. C'est la Chine, en fait, qui tient sous perfusion la Russie en achetant son gaz et son pétrole et en inondant la Russie de produits made in China. Karl Grégou, économiste au Centre de recherche et d'expertise sur l'économie mondiale. Ce que la Russie offre en ce moment à la Chine est quand même assez phénoménal. Imaginez que la situation perdure sur 5, 10, 15, 20 ans. Ça voudrait tout simplement dire que la Russie, qui est un pays immense, ça voudrait tout simplement dire que le marché chinois, le marché domestique chinois se prolongerait à la Russie. C'est un gâteau qui ne se refuse pas. Mais un gâteau qui se partage. Outre la Chine, plusieurs dizaines de pays, dont l'Inde, la Turquie et tous les pays d'Asie centrale, commercent avec la Russie et continuent d'acheter ces hydrocarbures à bon prix, parfois même revendus en Europe via d'ingénieux montages qui permettent à la Russie de contourner les sanctions internationales. Sébastien Le Belzic pour Europe 1. Et puis ces discussions au sommet entre le Qatar et les États-Unis sur la situation à Gaza. Le président américain Joe Biden et l'émir Al Thani ont évoqué ensemble la nécessité de libérer tous les otages restants détenus par le Hamas, y compris les citoyens américains. Ensemble, ils ont également abordé les efforts visant à renforcer l'aide humanitaire, a annoncé la Maison-Blanche. On passe au sport et le football. Et J-5 avant l'ouverture du traditionnel mercato hivernal qui va passionner les fans de foot. Oui, et comme à chaque fois, le leader de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain, également engagé en Ligue des Champions, va se renforcer. Mais après une première partie de saison, on va dire mi-figue, mi-raisin, les Parisiens devraient accueillir 2 jeunes Brésiliens sans grande expérience. Martin Lange. Oui, d'abord le défenseur Lucas Beraldo, 20 ans. Il devrait débarquer dans la capitale dès le début du mercato, selon le quotidien L'Équipe. Surnommé le Joker en raison du sourire qu'il arbore en permanence, le gaucher vient remplacer Presnel Kimpembe, blessé jusqu'à la fin de saison. Il devrait être accompagné par un compatriote, Gabriel Moscardo, encore plus jeune, 18 ans. Le milieu des Corinthians fréquente d'ailleurs toujours les bancs de l'Université de Sao Paulo. De profil prometteur, certes, mais encore très vert, si l'on en croit le consultant d'Europe 1 Sport, Alain Giresse. La jeunesse, le manque de connaissances, l'adaptation au continent, il va falloir un peu de temps. Alors c'est peut-être des joueurs en devenir, au grand talent, mais on ne parle pas de futur avec le PSG, on parle de l'actuel. Il faut des joueurs un peu plus mûrs, qui maîtrisent bien le sujet, qui ont la connaissance de la Ligue des Champions, qui sont affirmés déjà. Bon, ça c'est toujours très difficile de le faire dans un mercato d'hiver, parce que ces joueurs-là, ils sont déjà pris par les clubs qui ne vont pas les libérer. 2 joueurs qui vont en plus coûter cher, près de 20 millions d'euros chacun, et qui risquent de commencer leur expérience parisienne sur le banc, notamment pour les matchs à enjeu et le 8e de finale de la Ligue des Champions au mois de février. Martin Lange pour Europe 1. Et puis tiens, puisqu'on parle de la capitale, c'est l'anniversaire aujourd'hui de la mort d'un autre monument, au-delà de son club de foot, Gustave Eiffel, qui nous quittait il y a pile 100 ans. Et à cette occasion, il y a un grand spectacle ce soir, le monumental Tour Eiffel. Alors évidemment, elle va s'illuminer, il y aura aussi des chorales, de la musique classique, et puis... Et ça, c'est un petit peu plus inhabituel. Les haut-parleurs incarneront la voix de Gustave Eiffel pour faire revivre ce personnage mythique. Rendez-vous donc à la Tour Eiffel, au pied de la Tour à Eiffel. 21h. À 21h ce soir. C'est noté, nous y serons. Merci Victor Proch.